que le document dans son ensemble n'est pas bon. La réaction qui est la mienne est celle que tout bon malien devrait avoir. Et je suis sûr que les autorités qui ont eu à lire cet accord préliminaire ont dû avoir les mêmes réactions que moi. Il faut savoir que la mission qui est celle du gouvernement de rétablir la paix et l'intégrité du territoire, d'organiser les élections, est une mission qui est soutenue par chaque Malien. Mais nous ne la soutenons pas à tout prix si cela doit être à l'entrave des intérêts du peuple malien. Or, cet accord, semble-t-il, fait la part belle au MNLA. Et nous avons l'impression que tout est exigé du peuple malien, mais rien n'est exigé de ce groupuscule qui a meurtri son pays. Alors, lorsqu'on regarde les différents points, on se rend compte qu'ils sont en contravention flagrante avec la Constitution de la République du Mali. Les articles 7, 17 et 20 de cet accord qui en constitue le corps, puisque c'est là où les conditions sont posées au Mali, sont contraires à la Constitution qui prévaut. Et la Constitution, en ses articles 2, 3, 22, 50, 115, interdit à tout Malien d'accepter ces conditions. L'une des conditions est que le Mali ne saurait accepter, comme le prescrit la Constitution, qu'il y ait une fraction sur son territoire qui échappe à l'autorité de l'État. Le Mali ne saurait accepter qu'il soit négocié un traité qui mette à mal une partie de l'intégrité et de la souveraineté de notre territoire. Alors, si ces choses ne sont pas prises en compte, l'accord est anticonstitutionnel déjà. Ensuite, mais il est dit dans cette même constitution que tout le monde est égal devant la loi. Or, on ne peut pas, comme le demande l'article 17, absoudre les fautes et les crimes qui ont été commis comme si de rien ne s'était passé et que les morts qui sont là et qui espèrent, je l'espère pour eux, que Dieu fasse que leur âme repose en paix, mais sont là et sont comme s'il n'y avait jamais rien eu. Il s'agit d'un document qui contrevient à l'intérêt du peuple malien et qui contrevient à l'esprit de notre loi fondamentale qui est la Constitution. À partir de ce moment où ces deux faits sont avérés, il n'y a même pas lieu de discuter, c'est-à-dire du contenu. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait d'autres voies que celle-ci. La France et la communauté internationale avaient le pouvoir de désarmer le MNLA sans pour autant que l'on entre dans ce cycle de négociations en sa faveur. En aucun moment, un effort n'a été fait pour contraindre le MNLA. Et je suis certain que si les forces en présence sur le terrain le souhaitaient, mais le MNLA pourrait être contraint, sinon par la MISMA, par l'armée malienne. Parce qu'il faut se souvenir que le MNLA d'aujourd'hui n'existe que sur le papier. Il s'agit de groupes qui changent d'identité, c'est-à-dire à chaque fois que les événements leur deviennent défavorables. Mais sur le terrain, ils ne représentent plus rien. Et ils ne doivent leur salut aujourd'hui qu'à cette enclave que l'on tente de créer dans la région de Kidal. Je dirais de se souvenir des accords de Tamanrasset, des accords du pacte national, des accords d'Alger, et de ne pas refaire les mêmes erreurs qui consisteraient à négocier la paix au prix du déshonneur, en laissant aux générations futures les mêmes problèmes avec les mêmes mauvaises solutions. Qu'aujourd'hui nous souhaitons la paix, mais que cette paix doit se faire dans l'intérêt du Mali. Et que les belligérants qui aujourd'hui se trouvent à l'intérieur du MNLA ou du Haut Conseil de l'Azawad sont des Maliens justiciables, des Maliens qui doivent répondre aux mêmes lois et aux mêmes droits que tous les autres enfants de la République, et que c'est sur cette base que doivent se faire non pas les négociations, mais le dialogue. Et qu'au sortir de ce dialogue, mais les points qui doivent être retenus, c'est le désarmement sans condition du MNLA, la présence sans condition de l'administration et de l'armée malienne et des forces de l'ordre maliennes dans toute l'étendue du territoire. Maintenant, voici le cadre dans lequel doivent se faire les discussions. Il ne s'agit pas que l'on fasse la part belle à des enfants gâtés de la République ou que l'on décide
de donner une prime à la rébellion. Chaque Malien souffre, chaque Malien dans les différentes régions, c'est-à-dire subissent les fléaux du sous-développement. Les fléaux du sous-développement, de la mauvaise gestion, de l'incapacité collective que nous tous Maliens et plus encore ceux qui ont participé à la direction dont je ne me soustrais pas, on fait montre dans la gestion de nos problèmes fondamentaux, dans la question de l'équité et de la justice sociale. Et que ces accords ne doivent pas être l'occasion d'approfondir plus encore le gouffre dans lequel nous sommes. Je pense que s'il y a une force d'interposition qui est basée à Gao, constituée de 12 000 hommes, mais c'est comme si l'on créait une frontière virtuelle du Mali au cœur même de notre pays. Et cela veut dire que bon, les citoyens ordinaires que vous et moi sommes ne pourront plus nous déplacer pour aller vers cette zone qui est considérée comme une zone militaire. Or, cette zone fait partie du Mali. Et la force publique doit s'exercer sur cette partie du territoire également. Nous n'aurons jamais la victoire sur le Mali parce que tant qu'il restera un Malien vivant, nous n'aurons de cesse que de réparer les injustices qui sont faites à notre peuple. Si aujourd'hui, parce que nous sommes en position de faiblesse, certains tendent à vouloir en abuser, mais la faiblesse c'est quelque chose de relatif. Et tôt ou tard, nous allons réparer l'injustice. Bon, moi je pense que le président de la République, Bouddha Traoré, et le Premier ministre Umaro Sissoco sont des hommes d'honneur et des hommes de devoir. Et je sais qu'ils ne laisseront pas la contrainte, et qu'elle soit matérielle ou que ce soit la pression morale, c'est-à-dire les forcer à signer des choses contraires à l'intérêt de l'État malien. Donc, si le prix de notre souveraineté est le refus de prébendes, je pense qu'ils iront dans ce sens-là.